Le 16 décembre 2025, une poussière rouge annonce une rupture à Yimdi. Ibrahim Traoré inaugure une autoroute intérieure de 332 km, financée par l'or national, sans prêt et sans condition, présentée comme la première vertèbre d'une Afrique qui trace ses propres lignes. Mais si une route accélère les échanges, elle ouvre aussi un couloir stratégique, donc une cible potentielle. Et la question n'est plus seulement économique. Alors que signifie vraiment cette promesse lorsque Ibrahim Traoré parle d'un bouclier pour le ciel et les frontières? Une route peut unir ou exposer. L'objectif est de comprendre comment une décision d'infrastructure peut, en quelques jours, déplacer des équilibres militaires, financiers et régionaux sans que le changement ne se voie immédiatement sur une carte. Le bénéfice pour le public est simple, lire la stratégie derrière l'asphalte sans slogan. Dans la source, la route n'est pas décrite comme un projet isolé, mais comme le début d'une architecture complète. Financement interne, contrôle des chantiers, puis protection coordonnée. Ce montage promet une souveraineté plus lisible, mais il impose aussi une transparence brutale. Chaque kilomètre devient un verdict, chaque retard une accusation, chaque incident une preuve contre la méthode. Deux risques sont posés dès le départ. D'abord, la capacité réelle à tenir un financement interne durable, surtout lorsque l'État accepte d'assumer seul la responsabilité des résultats. Ensuite, la réaction des acteurs régionaux et la soutenabilité d'une fermeté militaire prolongée, si l'infrastructure transforme le corridor en enjeu stratégique permanent. La question directrice est donc la suivante. Ce pari peut-il tenir dans le temps ou se retourner contre lui-même? En moins de 2 semaines, 3 décisions liées se répondent et redessinent un même schéma stratégique. La première donnée est visible et mesurable, 332 km d'autoroute lancée à Yimdi, présentée comme une artère intérieure financée par l'or national, sans prêt extérieur. La promesse du bouclier n'apparaît pas ici comme un thème séparé de l'économie. Dans la source, elle sert à expliquer pourquoi une route qui accélère les échanges expose aussi un couloir, donc un enjeu à défendre. Ibrahim Traoré pose alors une équation simple, la prospérité ne tient que si l'axe reste utilisable, et l'axe n'est utilisable que si l'État peut coordonner protection du ciel, des frontières et des installations stratégiques. Ainsi, la question posée au départ trouve une première réponse. Bâtir une route oblige à contrôler l'espace qu'elle met en mouvement. Pour saisir la portée de cette rupture, la source rappelle le rôle historique des routes au Sahel. Pendant des décennies, les grands axes ont surtout servi à acheminer des matières premières vers l'extérieur, plus qu'à structurer des échanges internes ou une défense territoriale cohérente. Relier deux villes ne signifiait pas nécessairement renforcer l'État, surtout lorsque le financement, l'exécution et la sécurité restaient dictés de l'extérieur. Dans ce cadre, une autoroute intérieure financée sans relais extérieur devient un test opérationnel. L'État peut-il construire, financer et maintenir une infrastructure lourde par ses propres moyens, tout en assumant que chaque incident rejaillira directement sur lui? L'infrastructure cesse alors d'être neutre et devient un acte de pouvoir. C'est pourquoi l'enchaînement compte autant que les annonces. L'exclusion des entreprises étrangères ferme la porte à un retour rapide des anciens mécanismes de dépendance. Le lancement public du chantier rend le choix difficile à annuler discrètement. Puis, l'annonce d'une force unifiée régionale, présentée comme le prolongement naturel du corridor, soude économie et sécurité dans un seul récit. Ibrahim Traoré y gagne une cohérence stratégique, mais accepte aussi un tableau de bord permanent où délai, qualité et sécurité deviennent des points de contrôle continu. Pour donner une image concrète, sur le terrain, ingénieurs locaux, chefs de chantier militaires et entrepreneurs nationaux deviennent des visages tests. Chaque tronçon achevé sert de preuve. Chaque retard devient une munition pour les critiques. Leur quotidien transforme une vision politique en kilomètres réels sous une pression publique immédiate. À ce stade, la stratégie cesse d'être abstraite et prend corps à travers des acteurs précis, loin des déclarations de sommet. La source met en avant 3 figures centrales: les ingénieurs locaux, les unités du génie militaire et les entrepreneurs burkinabés chargés des premiers tronçons.
Ils ne sont pas seulement des exécutants techniques, mais des révélateurs de la capacité réelle de l'État à reprendre la main sur des fonctions longtemps déléguées. Leur rôle dépasse la pose d'asphalte. En réservant les chantiers aux entreprises nationales, la chaîne de décision se raccourcit nettement. Moins d'intermédiaires, moins de négociations contractuelles complexes, mais une responsabilité directe et visible. Chaque avancée valide le discours d'autonomie. Chaque ralentissement expose immédiatement l'appareil local. Cette bascule modifie l'impact organisationnel plus vite que l'impact économique. Un premier effet se lit dans la coordination. La présence du génie militaire au cœur de l'ingénierie accélère les échanges entre ministères civils et état-major, brouillant volontairement la frontière traditionnelle entre développement et impératifs sécuritaires. Cette proximité réduit certains délais administratifs, mais elle accroît aussi la pression politique sur les équipes, désormais observées comme des symboles autant que comme des professionnels. Une autre scène, très simple, illustre cette tension. Un tronçon livré dans les temps devient une démonstration de crédibilité nationale, alors qu'un retard, même mineur, nourrit immédiatement le doute sur la soutenabilité du modèle. L'échec ne peut plus être attribué à des partenaires extérieurs. Il devient une affaire strictement interne, lisible par tous. Ce qu'il faut retenir tout de suite est clair, la souveraineté se mesure d'abord à l'exécution. Avant décembre 2025, l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso existait surtout comme une intention, un dossier technique, un projet évoqué, puis repoussé, faute de financement clair, faute d'accords politiques solides. Dans ce cadre, l'infrastructure restait une promesse fragile, dépendante de partenaires extérieurs, perçus comme incontournables. Puis vient l'activation, courte, assumée, rapide. Le 14 décembre 2025, Ibrahim Traoré annonce l'exclusion des entreprises étrangères des projets routiers stratégiques. Ce n'est pas un simple détail administratif, c'est une porte qui se ferme. C'est une règle qui transforme le cadre de production. La maîtrise d'ouvrage est transférée aux acteurs nationaux et au corps du génie militaire. La décision engage. Elle implique un risque. Elle rend visible la volonté de rompre avec un modèle hérité, où les routes étaient souvent construites selon des priorités extérieures. 2 jours plus tard, le 16 décembre 2025, la scène change d'échelle. À Yimdi, Ibrahim Traoré lance publiquement l'autoroute intérieure de 332 km. Le projet cesse d'être un plan, il devient un chantier, il devient une image, la poussière rouge, les machines, les équipes locales, tout est présenté comme financé par des ressources internes, notamment l'or national. Le message est simple, pas de prêt, donc pas de conditions, pas de relais extérieur, donc pas de dépendance immédiate. La route est décrite comme un pivot de souveraineté, une vertèbre d'une Afrique qui trace ses propres lignes. Mais cette route n'est pas seulement un axe économique. Dans la source, elle est aussitôt lue comme un couloir stratégique, et un couloir stratégique appelle une défense. L'infrastructure expose autant qu'elle relie. Une artère attire les flux, elle attire aussi les menaces. À partir de là, la séquence prend un relief différent. Le discours ne sépare plus économie et sécurité, il les fusionne. Le 20 décembre 2025, à Bamako, l'annonce de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel vient compléter la chaîne. Une force multinationale annoncée à 5000 hommes, présentée comme capable d'opérer sous un commandement intégré. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas une démonstration de puissance brute. C'est un seuil opérationnel jugé suffisant pour sécuriser des axes vitaux et des installations stratégiques. L'asphalte devient une artère, la force devient un bouclier, et le financement interne devient le cœur qui alimente le tout. Ce qui frappe n'est pas seulement le contenu, c'est le rythme. En moins d'une semaine, 3 décisions structurantes se répondent. Elles s'enchaînent, elles se renforcent. La route appelle l'interdiction des firmes étrangères. L'interdiction appelle la justification sécuritaire. Et la justification sécuritaire légitime, la force commune. Cette accélération réduit les marges de manœuvre des oppositions. Impossible de cristalliser le débat sur un seul point, impossible de revenir en arrière discrètement. Chaque décision rend la suivante plus difficile à contester sans remettre en cause l'ensemble. Les premières répliques arrivent vite. À l'intérieur, l'administration et les entreprises locales doivent absorber une charge nouvelle, sous une visibilité maximale. À l'extérieur, voisins et partenaires
observent une inflexion nette. Le Sahel ne présente plus ses projets comme des opportunités à financer, mais comme des choix déjà actés. Le registre change de la demande à l'affirmation. Ibrahim Traoré accepte alors une exposition totale. Chaque retard, chaque incident, chaque arbitrage budgétaire devient un test politique. Et la route, désormais, n'est plus un chantier. Elle devient un indicateur permanent. La narration passe d'un financement par dette extérieure à un autofinancement fondé sur l'or. Ce glissement dans la source sert à rendre la stratégie vérifiable. La route, le budget et la sécurité deviennent des repères concrets plutôt que des intentions. Un premier indicateur apparaît. La production aurifère nationale est présentée comme ayant augmenté de 58% en 2025 pour dépasser 70 tonnes. Cela suggère des marges budgétaires nouvelles sans dépendre de prêteurs. Dans ce cadrage, l'or n'est plus seulement une ressource d'exportation, mais un levier de politique publique. Des flux qui, selon la narration gouvernementale, étaient captés ailleurs sont redirigés vers le budget national. Le pouvoir cherche ainsi à déplacer le débat. Moins d'idéologie, davantage de capacité à tenir dans la durée, sous contrainte. Un deuxième indicateur se détache. Le chantier de l'axe est annoncé comme entièrement financé sur fonds publics, avec une enveloppe prévue de 200 milliards de francs CFA dans le budget 2026. L'enveloppe affiche une capacité d'engagement public contrôlable politiquement dans le temps. Ici, la preuve est binaire, l'infrastructure existe ou n'existe pas. Le raisonnement insiste sur la différence avec des promesses liées à des décaissements extérieurs, parfois conditionnés, parfois incertains. En affichant un montant et un ancrage budgétaire, le discours prétend rendre l'engagement mesurable, donc contestable, sur des bases concrètes. Un troisième indicateur complète l'ensemble. La force unifiée de l'Alliance des États du Sahel est annoncée avec un effectif initial de 5000 soldats capables d'opérer sous un commandement intégré. Un effectif coordonné vise la mobilité, plus que la masse dispersée. Dans cette logique, le chiffre n'est pas brandi comme une intimidation, il est présenté comme un seuil opérationnel, pensé pour sécuriser des axes vitaux et des installations stratégiques avec une réponse plus rapide et plus prévisible. La source souligne d'ailleurs que l'argument central n'est pas la disparition du danger, mais la capacité à réagir de manière ordonnée. Ces trois chiffres sont ensuite articulés comme une chaîne. L'or finance l'infrastructure. L'infrastructure justifie la force de protection. La force protège les sources de revenus et les corridors. Pris séparément, chacun reste discutable. Assemblés, ils forment une cohérence interne que le pouvoir veut transformer en démonstration de faisabilité. Ibrahim Traoré, dans cette construction, cherche à ancrer son pari sur des ordres de grandeur, acceptant que ces repères deviennent des points de contrôle permanents. Toute variation future de recettes, de coûts ou de sécurité sera lue comme confirmation ou infirmation de la trajectoire. La question qui reste ouverte n'est donc pas seulement est-ce ambitieux, c'est ces indicateurs peuvent-ils rester tenables lorsque les chocs arrivent ? Une première objection, sérieuse, vise la viabilité économique du modèle. Les critiques estiment qu'appuyer simultanément une grande infrastructure, une montée en puissance militaire et un programme industriel concentrent trop de charges au même moment. Selon cette lecture, l'autofinancement accroît la dépendance aux revenus miniers, donc la vulnérabilité aux fluctuations des prix internationaux. Si les recettes se contractent, la chaîne logique peut se briser. Travaux ralentis, arbitrages budgétaires plus brutaux et perception d'un recul. Dans ce cadre, l'audace devient coûteuse, surtout si l'État doit assumer seuls les dépassements de coûts et les retards, sans pouvoir les imputer à des partenaires extérieurs. Une deuxième objection concerne la sécurité. Regrouper les moyens autour d'axes économiques majeurs pourrait transformer les corridors en cibles prioritaires. Une force multinationale annoncée à 5000 hommes est jugée symboliquement forte, mais opérationnellement limitée face à des menaces diffuses et mobiles. La coordination peut améliorer la réactivité, mais elle ne supprime ni les incidents, ni les stratégies d'évitement. L'intégration entre développement et défense risque alors d'être plus déclarative qu'efficace. La route devient un test répété, et chaque attaque ou tension renforce l'idée d'une vulnérabilité structurelle. La réponse officielle, telle que présentée dans la source, adopte
une logique différente. Elle ne prétend pas éliminer le risque, mais le rendre lisible, assumé et pilotable. Pour Ibrahim Traoré, l'alternative n'est pas entre dépendance et sécurité parfaite, mais entre vulnérabilité passive et risque assumé. L'État accepte une exposition accrue en concentrant ressources et commandements afin de gagner en cohérence stratégique et en capacité de réaction coordonnée. Sur le volet budgétaire, l'argument repose sur l'intégration verticale. L'or n'est plus une simple source de devises, mais un actif structurant destiné à financer des capacités productives et défensives. Cette méthode cherche à réduire la dispersion des dépenses et à transformer chaque investissement en multiplicateur potentiel. Sur le volet sécuritaire, l'accent est mis sur la coordination plutôt que sur la masse. Commandement clair, partage de renseignements, réponse plus rapide et plus prévisible. Le débat, au fond, oppose prudence graduelle et cohérence accélérée. La question du temps reste entière. Combien de chocs ce système peut-il absorber avant de se fragmenter ? Tout se joue sur un seul couloir. La lecture bascule ici. Il ne s'agit plus seulement de protéger une route, mais de synchroniser circulation économique, commandement militaire et contrôle politique dans un même espace continu. Dans la source, Ibrahim Traoré présente cette articulation comme un changement de grammaire du pouvoir, parce qu'elle transforme l'infrastructure en dispositif logistique. La route ne réduit pas seulement des temps de trajet, elle réduit aussi des délais d'intervention. Elle relie des zones autrefois traitées séparément et structure le temps autant que l'espace. Cette révélation rééclaire les décisions précédentes. L'exclusion des entreprises étrangères n'est plus uniquement un geste d'autonomie économique. Elle devient la condition d'une maîtrise complète du système. Du chantier à la sécurité, du financement à la maintenance, sans zone grise où la responsabilité se dilue. Et la force multinationale n'apparaît plus comme un ajout tardif, mais comme une pièce intégrée dès l'origine, pensée pour protéger un axe vital, et en retour, protéger les sources de revenus qui le rendent possible. À partir de là, la question change. Ce n'est plus « la route sera-t-elle achevée ?», c'est quel type d'État produit une architecture où infrastructure et sécurité ne font plus qu'un. Pour l'État, le premier effet est institutionnel. En reliant infrastructure, financement et sécurité, le centre gagne en capacité de pilotage et en visibilité stratégique. Les décisions budgétaires, auparavant dispersées entre priorités concurrentes, sont alignées autour d'un axe clairement identifié, matérialisé par 332 km de chantier. Cette cohérence transforme chaque arbitrage en signal politique lisible, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ibrahim Traoré accepte ainsi que l'autoroute devienne un tableau de bord permanent où délais, incidents et coûts sont interprétés comme des tests de souveraineté. Pour les entreprises locales, l'impact est immédiat mais ambivalent, car l'exclusion des firmes étrangères ouvre un espace inédit tout en supprimant les amortisseurs. Des entrepreneurs nationaux et des bureaux d'ingénierie sont placés au cœur de projets d'envergure, avec une exposition maximale. La pression sur la qualité et les délais augmente, puisque l'échec ne peut plus être imputé à des partenaires extérieurs. Dans ce cadre, la promesse d'une enveloppe de 200 milliards de francs CFA prévue au budget 2026 devient à la fois une opportunité de marché et une exigence de résultats vérifiables. Pour les citoyens, les effets se lisent sur deux registres, c'est dit, le quotidien et le symbole. À court terme, une autoroute intérieure promet une réduction des temps de déplacement et une circulation plus fluide des biens si l'usage civil n'est pas relégué au second plan. À moyen terme, la présence renforcée des forces de sécurité le long des corridors peut modifier la perception de l'État, vu moins comme un acteur lointain que comme une autorité capable d'assurer continuité et protection. Cette évolution nourrit des attentes élevées, mais elle accroît aussi la vigilance, car chaque retard ou incident devient une preuve tangible, discutée publiquement. Pour l'espace régional, la conséquence dépasse les frontières nationales, car l'idée centrale est de protéger des axes économiques stratégiques par une force coordonnée. L'annonce d'une force unifiée de 5000 soldats introduit dans la narration une norme nouvelle. L'infrastructure n'est plus une opportunité offerte aux financeurs, mais un choix déjà acté, assorti d'une architecture sécuritaire. Les voisins observent un modèle
qui lie souveraineté et intégration régionale sans passer par des cadres dominés de l'extérieur. Cette posture substitue à la dépendance une logique de bloc solidaire, tout en rendant le corridor plus visible comme enjeu et comme précédent. Ces conséquences ne produisent pas un bénéfice unique, mais une série de transformations imbriquées, chacune avec ses gains et ses coûts. La stabilité du système dépend d'un équilibre délicat entre ressources internes, sécurité coordonnée et exécution disciplinée. Les chiffres mis en avant, hausse de 58% pour dépasser 70 tonnes, budget annoncé et effectifs militaires, servent moins à impressionner qu'à fixer des points de contrôle. La question pratique devient alors simple. Ce système peut-il absorber les chocs sans se fragmenter ? On peut se représenter 3 trajectoires possibles. L'une est celle d'une normalisation disciplinée. L'axe avance par tronçon, sans accélération spectaculaire mais sans rupture non plus. Les financements internes restent suffisants pour tenir le calendrier annoncé et la coordination sécuritaire se stabilise autour des corridors. Dans ce cadre, la stratégie entre dans une phase moins démonstrative, moins d'annonces, davantage de livrables et une attention croissante portée à la maintenance et à la gouvernance quotidienne. Le pari devient une routine. La crédibilité se construit sur la constance et non sur la vitesse. Le risque principal n'est pas l'échec visible, mais la fatigue administrative, si les mécanismes de suivi se relâchent. Une autre est plus optimiste, portée par un effet d'entraînement. Plusieurs leviers s'alignent. Les recettes issues des ressources minières confirment leur dynamisme, ce qui permet de lisser les dépenses et d'accélérer certains chantiers connexes. La force unifiée améliore sa coordination, réduisant les incidents le long des axes stratégiques, ce qui renforce la confiance des acteurs économiques locaux. La route cesse alors d'être un symbole pour devenir un multiplicateur. Circulation accrue des biens, investissements nationaux plus visibles, perception régionale d'un modèle reproductible. Dans cette hypothèse, l'intégration entre économie et sécurité devient un avantage comparatif, car la continuité d'usage civil est préservée. La troisième est plus fragile, marquée par l'accumulation de frictions, une baisse des revenus attendus, des retards techniques ou des incidents ciblés fragilisent la chaîne qui relie financement, protection et développement. Les corridors deviennent des points de tension, imposant des arbitrages budgétaires rapides et coûteux, la pression politique augmente et la stratégie intégrée se transforme en série de défenses réactives. Le danger majeur n'est pas l'effondrement total, mais l'érosion progressive de crédibilité. Chaque ajustement est perçu comme un recul, chaque ralentissement comme un aveu. Ces scénarios ne s'excluent pas. Ils dessinent un éventail conditionné par une même méthode. Traiter l'axe routier et la sécurité comme des actifs à rendement différé, exigeant des décisions sobres et réversibles. La question de fond devient alors, faut-il accélérer pour imposer le fait accompli ou consolider pour absorber les chocs ? Pour un premier public, celui des citoyens urbains et périurbains, l'enjeu se situe dans la traduction concrète des annonces. Une autoroute intérieure signifie potentiellement moins d'isolement, des marchés plus accessibles et une mobilité plus prévisible. Mais cette promesse ne tient que si la sécurité reste suffisamment stable pour que l'usage civil ne soit pas relégué derrière l'impératif militaire. Dans cette perspective, le bénéfice attendu est simple, que le trajet quotidien gagne en continuité plutôt qu'en tension et que l'infrastructure devienne un service, pas seulement un symbole. Un second public concerne les acteurs économiques locaux, artisans, transporteurs, entrepreneurs de taille moyenne. L'ouverture des chantiers aux entreprises nationales crée des opportunités réelles, mais elle impose aussi une montée en compétences rapide. La question n'est pas seulement d'obtenir des contrats, elle est de tenir des standards techniques, de livrer sous forte visibilité politique et d'assumer que l'échec n'aura plus d'excuses extérieures. Ici, l'infrastructure devient un révélateur. Elle distingue les capacités durables des effets de circonstance et redéfinit les attentes envers le secteur privé local. Un troisième public touche les observateurs régionaux et la diaspora. Pour eux, la stratégie sert de test grandeur nature. Un modèle peut-il réduire la dépendance au financement conditionné tout en soutenant une posture sécuritaire coordonnée ? Ce groupe ne regarde pas seulement les résultats, mais la méthode. Articulation entre ressources internes, protection des corridors
et intégration régionale. Le projet est scruté comme un précédent parce qu'il peut nourrir des débats plus larges sur la souveraineté économique. Deux gestes simples peuvent guider l'attention de chacun. Suivre les indicateurs concrets plutôt que les discours et distinguer les symboles fondateurs des mécanismes de gestion quotidienne. La source propose une logique de mise en œuvre qui vise moins la promesse que la méthode. Ibrahim Traoré insiste sur la nécessité de transformer un engagement politique en processus mesurable, parce que la cohérence affichée n'a de valeur que si elle devient une routine de pilotage. D'abord, il faut verrouiller la gouvernance du corridor, définir clairement qui décide, qui exécute et qui contrôle. Le pouvoir central fixe les priorités et les budgets. Les entreprises nationales et le génie assurent la réalisation. Des mécanismes d'audit interne suivent coûts, délais et qualité afin d'éviter la dilution des responsabilités. Ensuite, il s'agit de synchroniser sécurité et économie. Positionner les unités dédiées à la protection des axes en fonction des flux réels et non d'un simple découpage administratif. L'objectif est de maintenir une continuité d'usage civil tout en conservant une capacité de réaction rapide. La sécurité est pensée comme une fonction de soutien au fonctionnement normal du corridor, pas comme un état permanent de tension. Puis, il convient de rendre le financement traçable, affecter les recettes issues des ressources minières selon des règles explicites, avec des seuils d'alerte prédéfinis en cas d'écart. Cette discipline permet d'ajuster le rythme des travaux sans renier l'architecture globale. En parallèle, la montée en compétences doit être organisée. Former ingénieurs, techniciens et cadres intermédiaires en parallèle du chantier afin que l'infrastructure ne dépende pas durablement d'expertise ponctuelle. Cette transmission conditionne la maintenance future et la reproductibilité. Enfin, il faut évaluer en continu. Suivre des indicateurs simples. Usage, sécurité, coût, délai, ajuster régulièrement. Apprendre sans rompre. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle crée une manière de discuter la stratégie sur des faits observables plutôt que sur des impressions. Sur le même chantier évoqué plus tôt, les acteurs de terrain offrent une lecture plus intime de cette séquence. Les ingénieurs locaux et les équipes du génie militaire parlent moins de rupture idéologique que de responsabilités nouvelles. Chaque tronçon posé engage leur crédibilité, non seulement face à l'État, mais devant les communautés qui longent l'axe et attendent des résultats tangibles. La route cesse alors d'être un symbole lointain, elle devient un travail quotidien, visible, parfois fragile, où la constance vaut autant que la vitesse. Dans ce récit, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence, celui qui a choisi d'assumer publiquement le pari et ses conséquences. En liant son nom à une architecture aussi intégrée, il accepte que la route, la sécurité et l'économie soient jugées ensemble, sans compartiment possible. Cette exposition transforme l'infrastructure en engagement politique durable, difficile à diluer dans le temps. Le motif initial revient, clair, Moukem, bâtir par ses propres moyens, n'est pas seulement une affirmation, c'est une mise à l'épreuve collective. La poussière rouge, les machines, les équipes locales racontent une histoire moins spectaculaire, mais plus exigeante, faite de correction, de patience et de discipline. Et si une phrase devait fermer ce récit, ce serait celle-ci. La cohérence, plus que le discours, fera foi. Au terme de cette séquence, la source ne demande pas une adhésion automatique. Elle invite à une lecture attentive, parce que les symboles sont puissants, mais que les mécanismes concrets décideront de la mémoire collective. Une infrastructure peut unir ou diviser, une force de sécurité peut rassurer ou inquiéter selon la manière dont elle est gouvernée, et une promesse d'autonomie peut gagner en légitimité ou se fragiliser selon la discipline d'exécution. Le point utile pour le public n'est pas de choisir un camp par réflexe, c'est de suivre l'expérience comme on suit un tableau de bord, avancement réel des tronçons, continuité d'usage civil, stabilité des incidents, lisibilité des coûts et des délais. C'est dans ces nuances et non dans les slogans que se construit la crédibilité durable d'un État. Si une question doit rester ouverte, elle est volontairement double. Jusqu'où un pays peut-il aller dans l'affirmation de sa souveraineté sans réduire ses marges de manœuvre, et à partir de quel point la dépendance devient-elle un risque plus grand que l'audace ?